Voilà, alors je vais cet après-midi donc commencer avec un titre qui est en fait un prétexte, qui est le suivant: la main écrit sur le papier, c'est évident pour tout le monde, mais je vais essayer de vous apporter quelques arguments expérimentaux, quelques réflexions autour du fait que lorsque la main écrit sur le papier ou sur un support quelconque, elle adresse en permanence un compte-rendu de ses actions extrêmement précis au système nerveux central, au cerveau. Voilà, il y a donc une double entrée. Alors, écrire, comme vous le savez, est une activité extrêmement complexe, qui est une activité de type symbolique, hein, c'est une activité symbolique qui est basée sur un code qui est complètement arbitraire, hein, en fonction des différentes langues, et tout ça est hautement structuré. C'est une de nos habiletés motrices parmi les plus complexes et les plus rapides de notre répertoire moteur. Et l'exécution de l'écriture est aussi à l'origine, c'est là-dessus que je vais m'appuyer, d'informations qu'on appelle des informations cognitives, qui, au cours des apprentissages linguistiques, vont s'intégrer aux données qui sont issues de l'apprentissage du langage et de la lecture. Donc ces trois activités sont, comme vous le savez bien, en tant que rééducateur, très connexes. Alors, la main est en fait, bien entendu, un système moteur d'une extrême complexité, avec plusieurs dizaines de muscles, mais la main est portée par un corps qui va adopter ce qu'on appelle la posture du scripteur, hein, donc qui est pas rien. Donc le programme moteur d'écriture comprend d'une part un programme postural qui concerne le corps entier, et un programme moteur qui est spécifique à l'écriture, et généralement on écrit avec la main. Donc ce sont des commandes motrices qui sont adressées à ces différents muscles. Les commandes motrices sont extrêmement compliquées parce qu'il s'agit d'activer ou de coactiver quelques dizaines de muscles avec une précision et une force très précise qui va s'exprimer à la pointe du stylo. Donc il s'agira de tracer des caractères, c'est-à-dire en fait de tracer une trajectoire avec ses caractéristiques, mais aussi de contrôler avec précision la force avec laquelle on appuie finalement sur le papier. Alors, en même temps que la main écrit et qu'elle est un effecteur compliqué, elle est aussi un organe d'essence à part entière. Tout le monde le sait. Notamment, la main est équipée d'un très grand nombre de mécanocapteurs, c'est-à-dire des récepteurs sensoriels divers, qui sont en fait sensibles aux déformations courantes de la main lorsqu'elle écrit. Alors, cet ensemble d'informations issues de la main donne naissance à ce qu'on appelle un feedback sensoriel. C'est le compte-rendu que j'évoquais il y a quelques instants. Alors, ce compte-rendu a une origine double, au moins double, c'est-à-dire musculaire, puisque nos muscles sont à la fois des moteurs et des organes d'essence, et d'origine tactile, notamment à partir des récepteurs de pression. Alors, dans un premier temps, je vais vous dire quelques mots rapidement de la programmation de l'action d'écriture. Alors, notamment, et j'ai intitulé cette partie « La main écrit sur le papier », et donc de l'écorce cérébrale jusqu'à la pointe du stylo. Alors, comme vous le savez, aucun d'entre nous n'écrit de la même façon. Et pratiquement aucun être humain, dans une même culture, n'écrit de la même façon. C'est donc un acte qui nous est propre, qui est tout à fait singulier. Mais à côté de ces singularités, on arrive, à côté de ces différences, on arrive tous à lire une cinquantaine de copies lorsqu'on a à les corriger et qui ont des écritures extrêmement différentes. Autrement dit, il y a un code commun à l'ensemble de l'écriture et c'est ce qu'on appelle
c'est ce qu'on appelle des invariances. C'est-à-dire que cette production motrice obéit à un certain nombre de lois que je vais évoquer très rapidement avant de me concentrer sur le feedback sensoriel. Alors, parmi ces invariances, il y a tout d'abord ce qu'on appelle le principe d'isochronie. C'est-à-dire qu'on peut écrire des caractères avec des tailles qui sont très différentes. Et lorsque les tailles sont différentes, eh bien, on écrit les caractères, ici l'écriture au tableau, avec des effecteurs qui sont complètement différents de ceux avec lesquels on écrit sur le papier. Alors, il y a une loi qui est le principe d'isochronie qui dit en fait que plus un caractère est grand, plus la vitesse d'exécution est élevée. C'est-à-dire que pour un caractère petit ou un caractère gros, de plus grande taille, eh bien, il y a une isochronie, c'est-à-dire que le temps mis pour écrire ce caractère est à peu près constant. Alors, le deuxième principe, c'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence motrice. C'est-à-dire que vous pouvez écrire avec différents effecteurs. Vous pouvez écrire avec la main, avec les doigts de la main droite, avec des tailles différentes. Mais si on vous bloque les doigts, vous écrivez encore. Vous pouvez écrire, si on vous attache un stylo au niveau du poignet. Vous pouvez écrire avec le coude, vous pouvez écrire avec l'épaule, le gros orteil du pied droit, avec les dents, ou avec n'importe quel autre effecteur. Et éventuellement, vous pouvez tracer des caractères sur le sable d'une plage. Voilà. Alors, cette propriété est intéressante parce qu'elle signifie que la programmation de l'écriture se fait en amont des étages moteurs d'exécution. C'est-à-dire qu'il y a une transformation idéomotrice qui précède en fait l'adressage des commandes motrices de l'écriture au système effecteur, c'est-à-dire les régions prémotrices et motrices. Alors, il y a une autre propriété qu'on appelle la loi de la puissance 2/3. Alors, cette loi de la puissance 2/3, sans rentrer dans le détail des calculs, est une loi qui met en relation la forme de la trajectoire et notamment la succession des rayons de courbure, de la courbure d'un caractère avec la vitesse d'exécution. Alors, si je me résume en termes extrêmement simples, lorsqu'on trace une lettre, on accélère dans les parties les plus rectilignes ou les moins incurvées et, bien entendu, on ralentit dans les virages, c'est-à-dire là où la courbure est la plus élevée. C'est-à-dire qu'il y a une relation inverse qui est maintenant spécifiée quantitativement entre la vitesse d'exécution et le rayon de courbure. Et vous verrez tout à l'heure qu'on le retrouve, on retrouve cette propriété au niveau du feedback. Le feedback va porter également cet invariant qui est la loi de la puissance 2/3. Alors, la deuxième partie concerne, si vous voulez, le fait que la main va écrire sur le cerveau en même temps, de manière extemporanée, en même temps qu'elle écrit sur le papier. Alors, pour rentrer un peu plus dans les détails, écrire ou dessiner déforme les tissus de la main d'une manière singulière. Quand vous dessinez, quand vous écrivez un A ou un B, eh bien, vous ne déformez pas la main, vous ne déplacez pas la main, vous ne la déformez pas de la même façon. Alors, la peau, les muscles, les articulations, les ligaments, les tendons, c'est-à-dire tous les tissus constitutifs de la main, en fait, sont équipés tous de mécanocapteurs. Ces mécanocapteurs sont capables, nous allons le voir, de spécifier la longueur des muscles, la longueur instantanée des muscles de la main et leur variation de longueur au cours de l'écriture, sont capables de coder avec précision la force qu'exercent ces différents muscles,
ou les frottements du stylo sur la main. Alors, je ne vais pas vous refaire un cours sur les capteurs principaux. À droite, vous avez des capteurs qu'on appelle les fuseaux neuromusculaires, qui en fait sont des capteurs qui sont nichés à l'intérieur de tous les muscles squelettiques, et notamment au niveau de la main avec une densité qui est extrêmement élevée dans la musculature des doigts. Ces fuseaux neuromusculaires sont des capteurs, vous le voyez, qui se trouvent à l'intérieur du muscle lui-même. Bon, c'est entouré par une capsule et vous avez des terminaisons nerveuses qui vont être sensibles notamment à l'allongement des muscles qui les contiennent. Autrement dit, ces capteurs sont des capteurs d'étirement. Lorsque le muscle est contracté ou raccourci, ces capteurs s'arrêtent de parler, ils s'arrêtent de fonctionner. Donc, si vous voulez, ce sont les muscles antagonistes au cours d'un mouvement, ce sont les muscles antagonistes à ceux qui agissent, qui sont allongés, et nous verrons que la source de la connaissance de nos actions, eh bien, est principalement issue de la musculature passivement étirée lorsque nous effectuons un mouvement, et non pas des muscles qui sont actifs comme on pourrait le penser intuitivement. À gauche, vous avez schématiquement l'innervation de la peau. Vous voyez qu'il y a de très nombreux récepteurs sensoriels. Il y a notamment des récepteurs de pression extrêmement précis. Il y a des récepteurs qui codent les déplacements, les étirements de la peau, etc. Et dans les tendons, vous avez des capteurs un peu particuliers. Vous le voyez, voilà le tendon, les fibres musculaires, le tendon d'un muscle. Avec les fibres de collagène, vous avez des terminaisons nerveuses qui sont enfermées dans les fibres de collagène et qui vont être, lorsque le muscle va être contracté, ça va écraser mécaniquement en fait les fibres nerveuses afférentes, sensitives, et générer des messages qui sont des messages de force musculaire. En effet, vous voyez ici le message nerveux qui est inexistant lorsque le muscle n'est pas contracté, et au fur et à mesure qu'il se contracte, pour un niveau de contraction qui est celui-ci, eh bien vous avez une fréquence qui est stable et qui va augmenter, bien entendu, avec le niveau de la force musculaire. Donc tout un tas de mécanocapteurs, une mécanosensibilité qui en fait innerve pratiquement tous les tissus corporels. Alors, il y a certaines pathologies rares qui sont des neuropathies d'origine virale qui vont détruire spécifiquement les fibres nerveuses de plus grand diamètre, qui sont celles qui conduisent les informations somesthésiques vers le système nerveux central. Et dans ce cas, on a le sujet ne sent plus son corps, ne connaît plus ses effecteurs, et donc ne peut plus programmer d'action. Et c'est l'exemple qui est au tableau. Vous voyez que si on prive ce patient de la vision, eh bien, il y a une désorganisation complète de l'écriture. Vous avez la topocinèse qui est complètement altérée, c'est-à-dire que les lettres se trouvent n'importe où, et la morphocinèse également, c'est-à-dire les aspects morphocinétiques, la forme des lettres est complètement déformée. Si vous redonnez une autre entrée sensorielle au sujet, eh bien, vous voyez qu'il arrive, bien entendu, à écrire, mais il est obligé de regarder sa main pour écrire. Voilà. Alors, la question qui se posait, c'était comment connaître avec certitude ce que la main dit au cerveau lorsque elle fait quelque chose, et notamment avec le prétexte que j'ai pris, lorsqu'elle écrit. Alors, depuis une vingtaine d'années, nous avons au laboratoire développé une méthodologie qui est difficile à mettre en œuvre, mais qui, de mon point de vue, est intéressante. Cette méthodologie,
on lui donne le nom de microneurographie. Alors en fait, ça consiste à insérer chez quelqu'un qui va pouvoir agir, à insérer dans un nerf périphérique une microélectrode de tungstène qu'on insère à la main, on pénètre à l'intérieur d'un nerf et on s'approche d'une seule fibre nerveuse qu'on est capable d'identifier comme une fibre sensitive ou une fibre motrice. Et si elle est sensitive, on a un certain nombre de tests nous permettant de dire, d'affirmer que cette fibre provient d'un récepteur pileux ou d'un récepteur de Golgi ou d'un faisceau neuromusculaire. Alors, vous voyez que l'on est alors capable, en fonction du temps, de recueillir l'activité d'un seul neurone issu d'un seul capteur au cours d'un mouvement chez l'homme, et nous allons le voir par exemple au cours d'un mouvement d'écriture. C'est-à-dire de connaître, d'accéder à la connaissance de ce que les propriocepteurs en fait adressent comme message au système nerveux central au cours de l'exécution d'une action. Alors, vous voyez dessiner une trajectoire particulière qui est le A, et vous voyez qu'on a pu enregistrer au cours de l'écriture, ici, du symbole qui est le symbole A, en fonction du temps, le message qui est adressé au système nerveux central. Alors, ce qui est notable, vous avez ici le déplacement en X et en Y de l'extrémité du segment, et vous voyez qu'il y a une modulation de fréquence très spécifique tout au cours de l'exécution. On a transformé ici la modulation de fréquence, pour que ça soit plus simple à lire, en modulation d'amplitude. Alors, une propriété tout à fait intéressante est la suivante. Si vous effectuez un mouvement avec le pied ici, dans une direction donnée, celle-là, vous voyez qu'il existe pour piloter le pied un certain nombre de muscles principaux, le jambier antérieur, l'extenseur commun, le péroné latéral, bon bref, tous les muscles qui entourent et qui agissent la cheville. Eh bien, chaque muscle a ce qu'on appelle une direction sensorielle préférée. C'est-à-dire que chaque muscle va délivrer un message important lorsque la direction instantanée du mouvement va l'allonger. Et chaque muscle, bien entendu, est allongé pour des directions, vous le voyez, qui sont des directions différentes. Et lorsqu'on effectue un mouvement, comme celui que je viens de vous indiquer, eh bien, on peut mesurer les flux proprioceptifs issus de chacun des muscles au cours de ce mouvement. Alors, vous voyez ici que pour un mouvement dans cette direction, certains muscles délivrent des flux importants parce qu'ils sont étirés par ce mouvement, et d'autres délivrent rien ou des flux proprioceptifs qui sont de moindre importance. Alors, si on représente sous la forme de vecteurs, vous le voyez, le flux sensoriel issu de chaque muscle, vous voyez que ces vecteurs sont alignés sur la direction sensorielle préférée et leur longueur est proportionnelle à la vitesse avec laquelle on exécute un mouvement. Eh bien, vous voyez que si on fait la somme de tous ces vecteurs, une opération que fait sûrement le système nerveux central, eh bien, on tombe sur un vecteur somme qui est parfaitement aligné directionnellement sur la direction du mouvement et dont le module, l'amplitude, est en fait proportionnel à la vitesse d'exécution de ce mouvement. Alors, je vais essayer de vous montrer si ça marche. Voilà. Je ne sais pas si ça va marcher. Hein. Bon, ça ne marche pas. Bon, c'est pas très grave. J'aurais voulu vous montrer l'évolution de ces vecteurs
au cours du traçage d'une lettre. Et en fait, on voit évoluer en amplitude et en direction tous ces vecteurs. C'est-à-dire qu'en fait, comme la direction du mouvement pendant l'écriture change en permanence et que la vitesse d'exécution obéit à la loi de la puissance 2 tiers, vous voyez ces vecteurs évoluer tout au long du traçage de cette lettre. Je passe au dessin, très proche de l'écriture. Ici, le dessin d'un carré. Donc, on demande au sujet, ou on impose à un effecteur, une trajectoire qui va être de forme, qui aura la forme d'un carré. Eh bien, au cours de ce pseudo-dessin, eh bien, on est capable aussi d'enregistrer, vous le voyez, en X et en Y la trajectoire, et de trouver un message tout à fait spécifique. Et notamment, vous voyez que c'est lorsque le muscle est allongé que la fréquence de décharge du fuseau neuromusculaire augmente de la manière la plus importante. Alors, regardez, ici on a représenté tous les muscles qui entourent la cheville, et vous allez voir évoluer les flux proprioceptifs à partir de chacun de ces muscles pour le traçage successif des 4 côtés du carré. Voilà, alors pédagogiquement on a séparé, vous l'avez vu, l'exécution de chaque côté. Et en fait, vous voyez que le système nerveux central reçoit ce que j'ai appelé un paysage proprioceptif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul message, il y a tout un paysage d'informations, vous le voyez, qui va être spécifique à l'exécution de cette figure géométrique. C'est un peu long, voilà. Alors voilà le même paysage sensoriel représenté avec les véritables potentiels d'action. Vous voyez qu'on a pu enregistrer à partir de tous ces muscles eh bien, les messages qui accompagnent l'exécution de cette lettre particulière qui est la lettre A. Donc voilà ce que le système nerveux central reçoit lorsque vous écrivez un A. Attention, à partir de quelques neurones sensoriels. Il ne faut jamais oublier qu'il y a plusieurs centaines de capteurs dans un muscle. Donc le paysage est en fait beaucoup plus compliqué que ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous transformez les potentiels d'action, vous le voyez, en petites barres verticales, noires, eh bien, c'est-à-dire en fait que vous fabriquez un code barre. Hein. En fait, c'est un code barre nerveux. Vous voyez que ce muscle-là émet une signature sensorielle au cours de cette exécution qui est spécifiée par un code barre particulier. L'autre muscle, notre code barre, ils sont différents. Vous voyez? Voilà. Alors, ce qui m'amène, c'est un peu long, ce qui m'amène à vous dire que chacune de nos productions motrices envoie vers le système nerveux central une signature neurosensorielle, proprioceptive, qui lui est propre. Regardez, l'exécution du A donne cette signature. L'exécution du mot court in, une signature différente. Du L, elle est encore différente, et ainsi en va-t-il pour l'exécution de différents chiffres. Autrement dit, chaque acte moteur est spécifié sensoriellement hein, par une signature qui est adressée au système nerveux central. Alors, je précise les choses. Finalement, cette signature, elle est d'une extrême précision. Et une précision qui a été insoupçonnée pendant très longtemps. Regardez les deux images du haut. Vous avez deux lettres, le B et le L, qui diffèrent uniquement
par l'exécution de la petite barre du B. Et visuellement, c'est comme ça que vous distinguez ces deux caractères. Eh bien, regardons au plan proprioceptif. Eh bien, vous enregistrez le message, la signature sensorielle du B, et vous voyez que l'exécution de cette toute petite barre donne naissance à une série de potentiels d'action, ici en rouge, absente lorsque vous exécutez la lettre L. Deux autres lettres, le M et le N, 3 pattes, 2 pattes, eh bien, vous voyez que la troisième patte du M est parfaitement spécifiée dans la signature sensorielle et absente pour l'exécution de la lettre N. Donc, je veux simplement souligner que la sensibilité de nos muscles, curieusement, qui sont des effecteurs puissants, eh bien, cette sensibilité est d'une précision insoupçonnée, d'une précision extrême, qui est aussi importante que celle, finalement, de la vision. Et le système nerveux central sait parfaitement distinguer l'exécution d'un B de l'exécution d'un L sur une base purement proprioceptive musculaire. C'est-à-dire que ce sont des organes des sens d'une extrême finesse. Alors, je vais, si ça marche, je vais vous faire écouter le message in vivo, c'est-à-dire ce que l'expérimentateur reçoit au cours d'une expérience quand il a une microélectrode dans une fibre sensitive proprioceptive et qu'on demande au sujet d'exécuter la lettre M. Alors, vous écoutez, vous regardez en même temps. Vous avez entendu la modulation de fréquence? Chaque fois que le muscle est étiré, et il est étiré 3 fois, vous avez un accroissement de la fréquence. C'est presque caricatural. C'est-à-dire que nous, expérimentateurs, on finit par reconnaître la lettre qui est exécutée, simplement en écoutant le message nerveux qui est adressé au système nerveux central qu'on écoute, en fait. Hein, voilà. Je vous le passe encore une fois. Hein, voilà. Voilà. Alors si je vous avais présenté, bon, je ne vais pas le faire aujourd'hui, la signature sensorielle d'exécution du chiffre 8, vous seriez aperçu qu'elle est totalement différente de celle-là. Alors, juste un petit mot, les récepteurs de la peau sont aussi capables de coder la trajectoire d'un mouvement. Alors regardez et comparez les signatures sensorielles d'un récepteur proprioceptif. Je viens de vous le montrer au cours de l'exécution du mot court IN, et vous voyez qu'un récepteur tactile de type adaptation lente, dans la peau qui couvre le même muscle, eh bien, est capable de donner une signature sensorielle qui est tout à fait proche de la signature musculaire. Alors en fait, j'aurais tendance à regrouper dans une même modalité proprioceptive la proprioception musculaire et la proprioception tactile. Alors, que deviennent ces messages au niveau du système nerveux central? Rapidement, chaque signature sensorielle est capable d'activer une signature perceptive. Alors, pour ce faire, nous avons utilisé un leurre expérimental qui est constitué par des vibrations mécaniques appliquées, des vibrations de faible amplitude appliquées au niveau des tendons musculaires. Alors, les vibrations ont la particularité d'activer les fuseaux neuromusculaires et de les activer, vous le voyez, à chaque cycle de la stimulation. Si la stimulation a une fréquence de 20 Hz, vous avez 20 potentiels d'action. Si elle est de 80, vous en avez 80. Et si vous vibrez à 100 Hz, donc il y a une linéarité entre la fréquence de la vibration tendineuse et la fréquence de
d'émission des propriocepteurs. Donc on a maintenant un moyen expérimental pour activer la proprioception. C'est-à-dire que normalement, pour l'activer, il faut bouger. Et bien là, on peut l'activer expérimentalement, simplement en appliquant des vibrateurs sur les tendons des muscles pour activer les propriocepteurs. Alors, lorsque on applique une vibration, par exemple ici, au niveau du biceps brachial, eh bien le sujet dont l'avant-bras ne bouge pas rapporte qu'il sent son bras se déplacer dans le sens de l'extension. C'est-à-dire que nous avons manipulé la proprioception par vibration, celle du biceps, et le sujet sent une sensation d'extension. Le biceps est en fait le muscle allongé au cours du mouvement d'extension de l'avant-bras. On peut évoquer des sensations de mouvement plus complexes. Par exemple, en plaçant 4 vibrateurs au niveau des 4 groupes musculaires cardinaux du poignet et en les activant, vous voyez, vous allez voir d'une manière singulière. Alors, avec les deux premiers vibrateurs, eh bien, le sujet sent sa main qui se déplace vers le bas et vers la gauche. Le vibrateur suivant donne la sensation que la main se déplace vers la droite. Enfin, l'activation des 2 derniers vibrateurs vous ramène vers le haut et vers la gauche. Alors, en fait, vous demandez au sujet, qu'est-ce que vous avez senti? Eh bien, le sujet vous dit, j'ai senti que ma main dessinait. Ah! Quoi? Eh bien, le sujet vous dit, elle dessinait un triangle. Est-ce que vous pouvez nous le reproduire pour objectiver? Et le sujet reproduit la trajectoire illusoire qu'il a ressentie. Alors, c'est tout à fait important parce que ça veut dire que les messages issus de nos muscles non seulement sont capables de spécifier la forme d'une trajectoire, mais ils permettent d'activer des opérations mentales de niveau très élevé, comme la reconnaissance de forme, le fait de nommer cette forme, qui sont des activités mentales de haut niveau. Donc vous voyez que la proprioception donne naissance, en fait, la sensibilité de nos muscles, eh bien, donne naissance à des informations qu'on range aujourd'hui dans la catégorie des événements de nature cognitive. Alors, sur la base des propriétés que l'on connaît des propriocepteurs, on a développé un modèle, je ne vais pas vous raconter ce modèle, mais qui nous permet de calculer les patterns de vibration que nous aurons à appliquer sur différents tendons pour donner à un sujet la sensation d'une trajectoire particulière. Donc, connaissant la trajectoire, à chaque instant, on va décomposer cette trajectoire en une série de vecteurs et, comme vous le voyez, en différents points de la trajectoire, et on obtient le patron de vibration à appliquer pour que le sujet éventuellement ressente l'illusion que sa main, qui ne bouge pas, est en train de tracer la lettre A. Et voilà les résultats. En appliquant différents patrons de vibration, vous voyez que ça c'est le modèle. Et voilà toutes les sensations que tous les sujets ont ressenties. Vous voyez qu'en fait, tout le monde a été capable de ressentir cette trajectoire-là, de la reproduire et de l'identifier comme étant un A. C'est pareil pour le B, c'est pareil pour le 3. Vous voyez qu'il n'y a que des 6, il n'y a que des 8. Vous voyez des dessins géométriques avec des choses compliquées comme des spirales qui vont du centre à la périphérie ou de la périphérie jusqu'au centre, etc.
Donc, vous voyez que on est capable aujourd'hui de manipuler la connaissance des règles d'organisation des systèmes proprioceptifs et les instruments que nous avons à notre disposition pour manipuler cette proprioception nous permet d'évoquer chez un sujet dont la main ou dont le corps ne bouge pas n'importe quelle sensation de mouvement. Alors, je crois que c'est l'image suivante. À propos de l'écriture, on connaît aujourd'hui les signatures sensorielles de toutes les lettres de l'alphabet. Vous voyez, il y a 4 groupes musculaires au niveau du poignet. Voilà les variations de fréquence à appliquer pour que le sujet ressente n'importe quelle lettre de l'alphabet. Alors on peut coupler 2 lettres, on peut en coupler 3, faire des mots illusoires, etc., etc. Ce qui pourrait être intéressant, à terme, si on arrive à en développer les instruments, pour l'apprentissage moteur en général et l'apprentissage de l'écriture en particulier. Alors, pour résumer cette partie-là, puis après j'ai bientôt fini, vous voyez que les messages proprioceptifs peuvent décrire avec une précision extrême les trajectoires que sont enfin en train de dessiner la main. Mais que ces mêmes informations activent des opérations mentales de haut niveau, catégorisation, reconnaissance de forme, naming, c'est-à-dire le fait de les nommer, etc. Donc on est loin du réflexe myotatique. Hein? Voilà. Alors, je vais terminer par les résultats d'une petite expérience qu'on a faite relativement récemment. C'est-à-dire que dès l'instant où on est capable d'évoquer chez l'homme n'importe quelle image motrice avec des vibrations, vous savez qu'on est aussi capable d'évoquer des images motrices grâce à ce qu'on appelle l'imagination. Alors, le mouvement imaginé, c'est l'évocation volontaire d'une image consciente des sensations corporelles qui sont associées à l'exécution d'un mouvement sans qu'il y ait de sortie motrice explicite. On ne fait qu'imaginer, on ne fait pas. Hein. Et donc l'origine de cette image motrice est une origine cérébrale, centrale. Par ailleurs, le mouvement illusoire résulte de l'activation par vibration des fuseaux neuromusculaires et donc cette image a une origine corporelle. Elle dit au cerveau quel est l'état et quels sont les changements d'état du corps ou de l'effecteur qui est en train d'écrire, etc. Donc, elle renvoie au cerveau des informations sur ce qu'est la réalité de nous-mêmes à un instant donné. Et elle a une origine proprioceptive, notamment musculaire. Alors, on a essayé de faire interagir ces 2 images. Alors, la méthode est relativement simple, au moins en apparence. On peut évoquer par vibration on peut que la main se déplace vers la droite. Et en même temps, on demande au sujet d'imaginer que sa main est en train de s'élever vers le haut. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il n'y a jamais 2 sensations. Il n'y en a qu'une. Et cette sensation, elle a, vous voyez, une direction qui est parfaitement intermédiaire par rapport à la direction des 2 sensations de mouvement évoquées indépendamment l'une de l'autre. Donc il y a une espèce de fusion des 2 images motrices qui se fait au niveau du cortex cérébral et qui, vous le voyez, a des caractéristiques tout à fait médianes par rapport aux 2 sensations initiales. Alors, d'autres exemples, on peut faire un carré imaginé et évoquer un mouvement illusoire de carré avec ces 4 vibrateurs.
et on peut combiner les deux. Donc, quand on les combine, on augmente la taille du carré. Il y a donc une additivité. Chose intéressante, si vous demandez à un sujet de vous évoquez une illusion de mouvement vers la droite de la main, et vous demandez à un sujet d'imaginer que sa main fait de la flexion-extension vers le bas, vers le haut, etc. Eh bien, là aussi, il y a une fusion complète des deux sensations, et vous voyez que tous les sujets sentent que leur main est en train de dessiner une sinusoïde. Hein, c'est-à-dire que vous avez bien une intégration à la fois dans l'espace et dans le temps de ces deux images motrices. Dernier exemple qui est tout à fait surprenant, au moins pour ceux qui ne sont pas ingénieurs. Cette fois-ci, on évoque une illusion de mouvement alternée d'abduction-adduction de la main, en même temps qu'on demande au sujet d'imaginer un mouvement à la même fréquence de flexion-extension. Et vous voyez, curieusement, nous on a été les premiers étonnés, tous les sujets ressentent que leur main est en train de dessiner un cercle. C'est un signe d'intégration complète de ces deux informations. Vous savez que pour fabriquer un cercle, il faut prendre deux sinusoïdes et les décaler de 90 degrés. Voilà. Alors, dans le domaine de l'écriture, qui nous a intéressés aussi, eh bien, l'image, lorsqu'on combine l'image motrice d'une lettre avec une lettre évoquée de manière illusoire, eh bien, on affecte l'écriture. Alors ici, vous avez un mouvement, vous avez un M illusoire, et c'est le mouvement illusoire, et lorsqu'on rajoute le mouvement imaginé, eh bien, vous voyez qu'il y a une déformation importante de la lettre, notamment lorsque c'est vers le haut. Alors ici, c'est le résultat sur tous les sujets, c'est-à-dire qu'en fait, on peut affecter la connaissance et par suite l'exécution de l'écriture simplement par des processus mentaux de type imaginaire d'un certain point de vue. Hein. C'est-à-dire que nos activités mentales, et ça va être ma conclusion, je crois, nos activités mentales de haut niveau, notre état d'esprit, etc., notre imagination peut largement influencer l'interprétation des messages proprioceptifs qui proviennent du corps et qui, eux, représentent la réalité de ce que nous sommes. C'est-à-dire que ces opérations mentales supérieures peuvent modifier notre représentation corporelle et notamment celle de nos actions, celle de nos mouvements. Alors, ma question c'est, est-ce que de telles influences de l'imagination sur le réel est un signe de plasticité? Voilà, je laisse un point d'interrogation et on va reprendre ça différemment. Voilà, je vous remercie de votre patience.